Bonsoir à toutes et tous. Je suis Jean-Marc, donc le président du CLUSIF, et on m'a confié cette responsabilité d'animer la table ronde qui conclut, on en a encore pour un petit moment avec de beaux échanges, je pense, qui va conclure cet après-midi. J'appelle sur scène, du coup, écoute, Jean-Marc Grémy, il est là, Aurélia Delfos de la société Advance, si vous voulez bien monter et vous asseoir. Madame Gomez de Souza, du coup, on vous passera la parole. J'ai quand même une question pour vous, donc vous serez sollicité. Monsieur Rémi Février, monsieur Hakima Kadri de SFR, c'est madame, excusez-moi. Bon, ça c'est fait. Maître Mathias. Je ne prends pas de risque en disant Maître Mathias. Garance, si vous voulez bien venir. Et monsieur Perret de la PHP. Donc, il n'y a pas de question piège, hein, je vous rassure, hein, on n'est pas comme ça au CLUSIF. Hein. Ce serait pas sympa de vous faire monter sur scène pour vous piéger. Non, c'est pas le sujet. Et merci beaucoup d'ailleurs aux précédents intervenants tous les intervenants, et en particulier à nos deux RSSI qui sont d'Elior et de WooDrive, qui ont eu la gentillesse de nous faire ce retour d'expérience qui, finalement, de ce que j'en ai compris, n'est pas dramatique, on va dire. On n'a pas le sentiment que vous nous avez expliqué que vous avez subi la mise en conformité, ou que vous subissez une forme de mise en conformité à cette réglementation de façon assez dramatique et traumatisante pour votre entreprise. Alors, du coup, je me dis que cette réglementation, NIS, sa transposition dans le droit français au 27 février 2018, on va l'appeler la directive Nice, ce sera plus simple entre nous. Du coup, cette réglementation, est-ce que c'est pas devenu finalement, ou est-ce que ça va pas devenir la loi cybersécurité que tous les RSSI appellent de leur vœu depuis très longtemps, d'avoir ce référentiel qui aujourd'hui va s'imposer, alors dans un contexte particulier aux gens qui ont été désignés ou qui se seront portés volontaires à cette exigence, pour avoir un cadre finalement à la protection de l'information, en complément de ce qu'on a avec la protection des données à caractère personnel, dans les entreprises de toute taille, puisqu'on voit que ça s'adresse à des PME comme à des grands groupes. Est-ce que la transposition aujourd'hui, je m'adresse à Maître Mathias, sur les aspects un peu juridiques, je vais vous passer la parole, et puis d'ailleurs Madame Gomez de Souza aussi en tant que représentante de l'autorité, hein, d'une certaine façon. Est-ce que vous pensez que la transposition, Maître, est suffisamment bien adaptée aux enjeux aujourd'hui, et n'y a-t-il pas d'autres choses peut-être à proposer on a entendu parler des évolutions de cette directive? Merci pour la question, et déjà bonjour à tous et à tous, et merci de me donner l'occasion effectivement de m'exprimer sur cette question de la directive Nice et de la transposition. Alors déjà, il ne faut pas oublier que ce texte fait l'objet d'une transposition en droit français donc en 2018, mais c'est un texte qui a été adopté au sein de l'Union européenne en 2016. Donc en 2016, ça a été aussi l'adoption en avril du fameux RGPD, et l'adoption aussi de cette directive Nice, qui est un cadre très important effectivement pour l'ensemble des États de l'Union européenne. La France l'a transposé effectivement en 2018, en mai 2018, et il faut savoir que la date de mai 2018 était la date butoir pour que l'ensemble des États membres la transposent. L'État français l'a fait dans les délais, ce qui est souvent... on a souvent en retard, donc c'est bien aussi de noter que la France a transposé cette directive dans les délais, c'est un bon point. Après, pour le cadre, ce cadre est un cadre effectivement qui a laissé une marge d'appréciation aux États membres. Les États membres s'en sont saisis quand on voit que les transpositions par rapport à ce qu'a mis en place certaines autorités en Espagne ou encore en Angleterre, où il y a différents niveaux d'appréciation, ça fait partie effectivement du cadre de la directive. Après, il y a des réflexions en cours en se disant, est-ce que maintenant au sein de l'Union européenne, on a mis, on va dire, ce premier pilier, d'avoir une cybersécurité forte des institutions, des FSE, des OSE fortes au sein de l'Union européenne. Est-ce qu'on ne va pas rentrer dans d'autres, on va dire, réglementations qui ne seraient pas moins dans le cadre d'une directive, qui laisse encore des marges d'appréciation, et plus dans le cadre de règlements? Donc il y a des règlements qui ont été adoptés, un règlement effectivement, tout ce qui est Cyber Act qui a été adopté. Après, on est aussi
dans un parcours au sein de l'Union européenne où il y a une volonté de la Commission européenne de structurer, de mettre en place des instruments, y compris normatifs, forts, pour avoir un niveau de sécurité très important, puisque avec cette sécurité et cette sécurité des systèmes d'information, on va avoir une confiance, une transparence dans l'économie. À la base, ça, il y a une volonté aussi économique de développer effectivement une protection tant pour les citoyens que pour les industries, que pour les administrations, que pour les collectivités. Tous les acteurs, privés ou publics, quelle que soit la taille, la Commission européenne a une volonté, on va dire, de sécuriser et de mettre en place des plans, une gouvernance à long terme. Après, sur la transposition ou autre, tout texte de loi peut donner lieu à de la critique, bien entendu, et je ne pense pas que ce soit le propos aujourd'hui. On est là aussi pour voir, avec les retours d'expérience, quels ont été, on va dire, les points positifs. Et le dernier retour d'expérience montre aussi qu'on se saisit de cette sécurité au sein de l'ensemble des acteurs. Mais on va dire le point positif, avant toute chose, là-dessus, c'est la mise en place au sein des entreprises de cette gouvernance, d'une gouvernance d'un point de vue sécurité, de monter le niveau. Encore une fois, directive pour que les 28 États membres mettent en place ne serait-ce qu'une agence. Nous, en France, on avait déjà la chance d'avoir l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Dans d'autres États membres, il n'y avait pas d'agence. Voilà. Donc, une montée en puissance. Il faut voir ce texte de 2016, adoption en 2016, transposition mi-2018, on est en 2019, et une volonté, encore une fois, de la Commission européenne d'aller de l'avant et de mettre des cadres forts au niveau de la cybersécurité. Et donc on a vu avec la présentation de Webstone donc une adoption assez large en Europe, effectivement, avec les différentes propositions qui ont été développées. Juste, on a parlé d'un régime de sanctions, on a évoqué le régime de sanctions, 125 000 € pour la personne morale ou physique, je ne sais plus quelle est la personne physique de ce que j'ai compris. Est-ce que vous pensez que c'est aujourd'hui dissuasif un régime de sanctions de cette nature-là pour une entreprise qui ne voudrait pas, entre guillemets, se mettre en marche pour aller vers de l'avant dans la mise en œuvre de la réglementation? Est-ce que c'est... on vient de dire toute loi a besoin d'une sanction, mais est-ce qu'on est dans l'artifice et la cosmétique, ou est-ce qu'il y a vraiment derrière un... Je suis impossible de répondre si on est dans l'artifice ou la cosmétique. D'un point de vue d'avocat, je vais vous dire qu'un texte, c'est important, effectivement, qu'il y a une effectivité du texte derrière. Donc la sanction, c'est un petit peu, on va dire, ce qui va inciter, et c'est dommage, parce qu'à mon avis, ce texte ne doit pas être vu, c'est comme le règlement général sur la protection de données, on ne doit pas se mettre en conformité parce qu'il y a une peur, on va dire, de cette sanction. Mais c'est important, effectivement, pour l'effectivité d'un texte, et ça, c'est mon propos est strictement juridique, qu'il y ait effectivement une sanction à ce texte. Après, sur la mise en application, sur comment ça va se passer, c'est plus à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information de répondre sur cette pratique, on va dire, de quelles sont les pratiques en termes de sanctions. Après, il y a un besoin d'effectivité d'un texte. Merci. Ben justement, puisqu'on parle de l'agence, Madame Gomez de Souza, alors je vous demande une réponse après, je ne sais pas si vous avez toute l'autorité pour pouvoir répondre, mais comment voyez-vous à l'agence cet aspect, comment arrivez-vous à, entre guillemets, passez-moi cette expression, à tordre le bras, entre guillemets, aux OSE ou aux entreprises un petit peu réfractaires dans cette démarche? Et je pense notamment peut-être à des FSN de grande taille qui ne seraient peut-être pas forcément enclins à suivre une réglementation française après où on a vu d'ailleurs la concomitance de la sortie du décret le 25 mai 2018. C'était le hasard des calendriers de publication au journal officiel, sans doute, que ça soit paru le même jour de l'application des sanctions du RGPD. Mais comment vous arrivez à l'ANSSI? Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que c'est une intention? Enfin, si vous pouvez nous éclairer sur cette... En tant qu'autorité, sanctionner un acteur, c'est aussi une forme d'échec pour l'autorité en soi. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à l'amener dans le dispositif dans lequel on souhaite embarquer un maximum d'opérateurs. Donc voilà, c'est déjà une première réponse. Pour nous, c'est aussi un échec. Une sanction, ce n'est pas une satisfaction de sanctionner un acteur. Et comme je le disais tout à l'heure, l'idée aussi, c'est vu qu'on est dans un processus de désignation qui est dans l'itération, qui est dans la co-construction, évidemment, oui, on va essayer de pousser, de soutenir, d'accompagner l'acteur dans
dans le déploiement justement du dispositif et pas forcément d'aller vérifier après si c'est bien ou si c'est pas bien fait. Évidemment, il y a des audits, il y a des contrôles qui sont faits, mais ça, on va dire que c'est plutôt sain de vérifier la mise en œuvre. Mais après, nous, notre objectif, clairement, c'est pas du tout la sanction. Et vous arrivez, donc dans cette co-construction, vous arrivez à les embarquer dans votre démarche. Je pense aux gros acteurs, vous avez parlé un peu des FSN. Effectivement, quand on parle des OIV qui deviennent OSE, par exemple, non, il n'y a pas trop de sujets complexes pour les aborder, parce qu'eux, ils se sont déjà mis dans une conformité avec la LPM. Effectivement, après, on va avoir des opérateurs qu'on va cibler, qu'on va adresser. Effectivement, il y en a qui sont réfractaires. Donc oui, il y a un travail qui est fastidieux, qui peut être fastidieux pour eux et pour nous, justement pour comprendre pourquoi nous, on estime que le dispositif est essentiel pour eux et nous comprendre pourquoi eux, justement, le dispositif n'est pas nécessaire. Donc oui, il y a un jeu de compréhension avec aussi les ministères de tutelle. Et dans ce débat contradictoire que vous avez avec eux, ce que vous évoquiez là, du coup, quels sont les arguments qu'on vous oppose à l'idée que non, finalement, je me considère pas comme étant un OSE. Vous avez des... par exemple, on va avoir... le top 10 des arguments. Je ne rentrerai pas dans le top 10, mais effectivement, le sujet, c'est le marché concurrentiel, de fortes tensions concurrentielles. Donc voilà, c'est un coût. Et ensuite, effectivement, un environnement international d'une entreprise. Donc c'est aussi un enjeu. Donc typiquement, c'est les deux, on va dire, ces deux arguments qui ressortent très, très régulièrement. Et après, à nous, effectivement, d'expliquer que c'est pas forcément qu'un coût, mais que c'est aussi une stratégie, c'est pas qu'un coût technique, mais il y a aussi une stratégie de pérennité pour l'entreprise. D'accord, merci de cet éclairage, effectivement, qui paraissait intéressant à faire. On a du coup ce soir autour de cette table ronde en complément de ce qu'on a eu déjà comme retour d'expérience. On a la PHP, on a SFR, et puis Monsieur Février, vous avez l'habitude d'intervenir auprès des collectivités territoriales. Et la question du coup que je me posais, c'est comment en fait la collectivité territoriale se voit impliquée dans cette démarche, puisque la directive Nice, pour reprendre les propos qui ont été évoqués, ce que vous venez de dire à l'instant, a plutôt une vocation, ce qu'évoquait Maître Mathias, à apporter de la sécurité dans le monde de l'économie. Je ne dis pas que la collectivité territoriale n'a pas de valeur, mais comment elle le voit, en fait, elle voit cette désignation ou cette obligation qui leur est faite, j'imagine à coût constant, parce que j'imagine que l'État ne fournit pas un budget spécifique à la collectivité. Je ne vais pas ouvrir un débat et des polémiques autour du financement des collectivités, mais c'est bien quand même des coûts supplémentaires. Les 23 règles, ça ne se fait pas à coût constant, j'imagine. Donc, comment c'est pris et quelles sont je ne vais pas dire les astuces, mais comment on peut les accompagner intelligemment pour arriver à cette conformité ? Effectivement, c'est un vrai problème. Pour répondre à votre question, très clairement, elles le voient de loin. Mais on ne peut pas leur en vouloir parce qu'on ne les a pas préparés à ça. Je dirais que les collectivités territoriales, c'est un peu un angle mort. Après, moi, j'aurais tendance à voir la bouteille à moitié pleine. Beaucoup de choses ont été effectuées depuis ces dernières années, que ce soit au niveau des forces de sécurité, au niveau de l'ANSSI, au niveau de la CNIL, avec le RGPD, ce que soulignait Maître Mathias, avec qui je suis complètement en phase. Néanmoins, pour revenir à ce que vous disiez, c'est-à-dire la dichotomie avec l'économique, peu de gens savent que les collectivités territoriales représentent 40% de la commande publique. Donc, même en termes économiques, c'est absolument primordial. Quand on sait aussi que la moindre mairie, théoriquement, si elle devait respecter tous les textes de loi, devrait disposer de 17 fichiers à caractère, contenant des données à caractère personnel. On en est loin. C'est très compliqué. Ça fait, comme vous l'avez dit, plusieurs années que je m'occupe des collectivités territoriales. C'était mon rôle quand j'étais encore dans les forces de sécurité au sein de la gendarmerie nationale. Ça l'est aussi en tant qu'universitaire aujourd'hui au Conservatoire national des arts et métiers. C'est un véritable problème. Pourquoi ? Parce que, à la différence de ce qu'on connaît dans les entreprises privées, à la différence même de ce qu'on connaît dans une administration centrale, les collectivités territoriales sont, je dirais,
un organisme unique, entre guillemets, même si on en a quelques-unes. Hein. Je vous rappelle que la France a près de 40% des collectivités territoriales européennes à nous tout seuls. Et ça, c'était avant les communautés de communes, les EPCI. Eh bien, c'est une sorte de diarchie. Vous n'avez pas d'un côté uniquement une vision purement privée, évidemment, comme les entreprises, ou une vision purement publique, entre guillemets, comme les administrations centrales. C'est, je dirais, quelque chose qui est mi-chemin entre le public et, enfin, la politique et l'administratif. Il faut que, pour qu'une collectivité fonctionne, il faut comment dire, une jonction forte entre les fonctionnaires territoriaux et les élus. On est déjà confronté là à un vrai problème. Deuxième point, vous savez comme moi que les dotations qui sont les dotations de l'État, la DGF par exemple, aux collectivités territoriales, peu importe le nom qu'on leur donne, est en constante diminution, vous le savez. Donc effectivement, je dirais que tout ce qui est sécurité des systèmes d'information n'est pas forcément, ça n'est pas une critique, c'est juste un constat, parmi les priorités d'un certain nombre d'élus locaux, qui ont déjà beaucoup de problèmes en gérant la sécurité, les places en crèche et autres. C'est le quotidien souvent difficile de toutes les collectivités. Alors, quand j'étais encore officier d'Active, j'ai fait plus de 300 conférences devant des membres de board, devant des chefs de grandes entreprises, des patrons de PME, puisque la gendarmerie maille plutôt on maille 95% du territoire, donc plutôt les PME, et devant des élus locaux. C'est très compliqué de leur expliquer qu'il faut dédier une partie de leur budget, qui est somme toute toujours contraint, à la sécurité de leur système d'information. Et puis j'ai vu quand même quelque chose qui a évolué depuis l'affaire Snowden. Snowden, on peut en penser ce qu'on veut, mais le fait qu'il ait expliqué un certain nombre de choses, qu'il ait posé un certain nombre de choses sur ce qu'on appelle l'agenda politique, eh bien ça a fait quand même caisse de résonance. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de questionnements, que ce soit mes collègues de la police nationale ou de la gendarmerie, eh bien, sur les problématiques liées à la pénétration des systèmes. Et quand on leur explique que, eh bien, avec le RGPD, la couche supplémentaire, si j'ose dire, eh bien, ils vont être mis en cause non seulement eux-mêmes, mais également potentiellement avec une amende à payer, là, d'un seul coup, on se retrouve avec des gens plus angoissés. Mais on se heurte à la contrainte financière. Donc, est-ce qu'il faut les accompagner? Sans nul doute. Quand j'ai fait ma thèse sur le sujet, qui est encore à ce jour la seule en France, et un peu triste sur le sujet, eh bien, j'étais déjà parti du principe que l'État devait accompagner, pas forcément au niveau financier, mais au moins au niveau, je dirais, réglementaire et en termes d'appui. Et puis, je rebondis sur ce qu'a dit Maître Mathias tout à l'heure, on pourra toujours gérer les problématiques techniques, avec plus ou moins de mal, avec plus ou moins de délai, mais les problématiques humaines, vous connaissez l'acronyme PEPCAP, hein, Problem Exists Between Keepers and Share, on a beaucoup de mal à le faire, que ce soit à l'issue d'une attaque, que ce soit avant une attaque, que ce soit même dans la phase de conception. Donc le vrai problème, il n'est pas forcément de se dire que les collectivités territoriales, eh bien, ne sont qu'un maillon de la chaîne, elles sont exactement comme les autres opérateurs, et à mon avis, sans qu'elles soient d'importance vitale, ben on serait quand même bien embêté s'il arrivait quelque chose aux collectivités françaises. Vous avez vu ce qui s'est passé à Baltimore, un ransomware qui a mis toute la ville de Baltimore à plat, d'accord ? J'ai tendance à penser que c'est quelque chose sur lequel il faut mettre un peu plus de focus, et pour autant, en dépit de leurs caractéristiques assez particulières dans le domaine français, elles se retrouvent face exactement aux mêmes problématiques que les autres entités, qu'elles soient publiques ou privées. Mais elles ont déjà un cadre réglementaire, somme toute, assez contraignant, puisque vous avez évoqué le RGPD qui peut paraître récent, mais qui, en termes de protection de la donnée, est quand même relativement ancien. La loi informatique et liberté date de 41 ans aujourd'hui, donc il y a déjà un cadre qui existait sur cette démarche de sécurité. Elles sont soumises au RGS la plupart du temps, alors ça dépend de l'usage, mais donc du coup, finalement, d'être OSE, c'est peut-être pas si contraignant que ça pour elles, parce qu'elles ont déjà une démarche de sécurité liée à ces environnements réglementaires qui existent déjà depuis un certain temps. Oui, enfin, je suis une question un peu provocatrice, mais... Non, mais bien sûr, je vais vous répondre de manière claire, hein, comme ici un gendarme. Je dirais juste que c'est pas parce qu'un texte existe qu'il est forcément appliqué. Les choses sont bien claires. En 2012, notamment les appels d'offres, on devait avoir la dématérialisation générale des appels d'offres. Je serais curieux de savoir, il n'y a pas de statistiques, ce qu'il en est dans notre pays. Donc, si vous voulez, les gens à la tête des collectivités, qu'ils soient fonctionnaires ou élus, sont en général pleins de bonne volonté. Mais ils sont tellement noyés relativement à un problème qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissaient même pas la plupart du temps quelques mois avant, que si on ne les accompagne pas,
ça donnera rien de bon. On pourra donner tous les textes que l'on veut, on les sanctionnera, mais ce ne sera pas une bonne idée. Comme a dit effectivement Madame Gomez de l'ANSSI, la sanction, c'est toujours un échec. Nous, forces de sécurité, on doit intervenir en avance de phase, on doit expliquer. Si on doit que sanctionner, c'est pas une bonne idée. Mais il ne faut pas jeter la pierre à des gens qui, la plupart du temps, quelques mois avant, n'avaient jamais entendu parler de la problématique et qui doivent d'un seul coup se l'approprier. C'est très compliqué. C'est quoi? C'est au législateur de proposer quelque chose une nouvelle réglementation qui agrégerait tout ça pour rendre la vie un petit peu plus facile et donner des directives ou des... Méfions-nous des empilements de réglementation. Moi, j'aurais toujours tendance à penser qu'en France, on a quand même ce qu'il faut au niveau réglementation. Non, mais une règle qui agrégerait toutes les autres. Oui, en termes de simplification, vous avez parlé du RGS. Oui. Un RGS, à moins d'être un technicien quand même assez chevronné, quand vous montrez ça à un dirigeant, que ce soit public ou privé, en l'occurrence une équipe de collectivités territoriales, je vous rappelle quand même que 91% des collectivités territoriales françaises ont moins de 3500 habitants. Donc ça va poser un vrai problème. Le RGS, pour ceux qui l'ont déjà... je n'ai pas besoin d'insister, 120 pages assez touffues, on va dire pudiquement, c'est très compliqué. Alors, si c'est dans une logique, effectivement, d'accompagnement, si c'est dans une logique de simplification, là, oui. Mais je pense que les collectivités territoriales, si elles n'ont pas la possibilité d'être accompagnées par les services de l'État, quels qu'ils soient, vous savez, il y a du travail, entre guillemets, pour tout le monde, on a beaucoup de mal à sensibiliser tout le monde, ça va être un vrai problème. Et au final, même en termes d'attaque, on l'a vu avec Baltimore, on a vu aussi, il y a eu un certain nombre de défaçages de sites, je ne sais pas si tout le monde le sait, plusieurs centaines de défaçages de sites à l'issue des attentats de 2015. Pour la première fois, des collectivités territoriales étaient attaquées. C'est très compliqué, ça pose le problème, un problème un peu équivalent, même si c'est assez éloigné de la problématique des systèmes SCADA. Les systèmes SCADA, vous le savez, n'ont jamais été, jusqu'à une période récente, faits pour pouvoir être connectés. Donc, on ne pouvait pas faire de sécurité by design parce qu'à l'époque, on ne pensait pas qu'ils pouvaient être connectés. On est en train de rétropédaler très fort. Aujourd'hui, la sécurité by design est quelque chose d'important, mais je dirais, sans aller sur un système SCADA, dans une mairie, les élections, tout ce qui est crèche, tout ce qui est quotient familial, tout ça, ce sont des données à caractère personnel extrêmement pointues dont aucun citoyen n'a envie qu'il se balade sur la place publique. Et j'ajoute à ça tout ce qui est sondage d'opinion, tout ce qui est démocratie participative, c'est un véritable problème qui peut causer bien des dégâts, que ce soit aux élus, que ce soit aux fonctionnaires territoriaux, mais aussi aux citoyens, avec les interconnexions au niveau des EPCI. Donc vous voyez, plutôt que la sanction, l'accompagnement. Mais on retrouve là une problématique qu'on connaît tous, à la fois dans le secteur public et à la fois dans le secteur privé. Merci, je pense que le message du coup sera bien passé. Monsieur Perret, vous êtes en charge du programme de mise en conformité dans cette belle institution qu'est la PHP, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, pour ceux qui ignoreraient cet acronyme. Du coup, pareil, même question qu'à Monsieur Février. C'est quoi votre chaîne de valeur, ou votre participation à la chaîne de valeur économique, et pourquoi on vous impose en tant qu'opérateur de santé, je dirais, non pas dans la production de produits de santé comme on l'a vu tout à l'heure par rapport au secteur, parce que là on comprend la dimension économique, mais comment vous le mettez en œuvre et comment vous le vivez cette mise en conformité? Alors on le vit comme une opportunité effectivement d'amélioration de la sécurité du SI, sauf que dans un contexte budgétaire qui est ce qu'il est, 200 millions d'euros de déficit par an, il y a des choix qui doivent être faits, donc c'est parfois un peu compliqué de mener des plans d'action de sécurisation du SI pour la mise en conformité avec la directive Nice, et donc ça va nous prendre un petit peu de temps, et donc effectivement le ministère nous accompagne avec l'ANSSI sur ce sujet, et donc il y a un groupe de travail national qui réunit les CHU qui rentrent dans le périmètre de la directive Nice pour effectivement être en capacité d'identifier de manière, on va dire, homogène, parce que le métier d'un hôpital, on va dire, c'est toujours le même, c'est finalement qu'est-ce qu'on va mettre dans la directive Nice comme système essentiel. Et aujourd'hui, il y a eu des travaux, les premiers établissements, il y en a qui ont tout mis, donc ils sont un petit peu en difficulté, il y en a qui n'ont rien mis. Donc on se cherche encore un petit peu, et parmi les éléments qu'on identifie aujourd'hui assez bien, il y en a un qui est assez simple, c'est quoi qu'il faut pour qu'un médecin puisse travailler finalement, c'est l'électricité. Donc identifions déjà, est-ce qu'il n'y a pas des systèmes informatiques
qui commande l'électricité dans des établissements de santé et qui, si on menait une attaque informatique dessus, ferait qu'on couperait toute l'électricité sur l'établissement. Donc ça, c'est on imagine bien cette catégorie de SIE. Après, il y en a d'autres. Ça devient vite très compliqué. On reçoit du public. Donc, imaginons que si je mets mon dossier patient informatisé dedans, le dossier patient informatisé, il est accessible potentiellement dans les locaux peu sécurisés. Comment je fais? J'interdis au public de rentrer dans l'hôpital? Je pense que je vais avoir un souci. Après, on a toutes les problématiques liées à la continuité d'activité. Les médecins, effectivement, ils ont l'habitude de soigner aujourd'hui en toutes circonstances. Alors, c'est sûr qu'on soigne mieux quand le SI fonctionne bien, mais il y a des procédures en mode dégradé qui permettent, on va dire, à la communauté hospitalière de travailler sans SI. Donc il faut qu'on arrive vraiment à identifier le périmètre des SI. Effectivement, est-ce que je mets que des systèmes électriques? Est-ce que je vais mettre le dossier patient informatisé? Est-ce que je vais mettre mes systèmes de gestion de laboratoire dedans ou mes systèmes d'imagerie? Donc tous ces dispositifs, il va falloir qu'on les identifie bien et qu'on les intègre. Et après, quand vous tirez la plotte, vous vous retrouvez finalement à avoir des systèmes techniques qui ne sont pas du tout visibles par les métiers. Je prends l'exemple, l'Active Active Directory. Qu'est-ce qu'on fait? On le met dans les SIE ou je ne les mets pas dans les SIE? Donc on se pose encore pas mal de questions de ce type-là. Donc on travaille avec le ministère sur le sujet justement pour mieux cadrer ce périmètre d'identification des SI et de travailler dessus sur des plans d'action de mise en conformité derrière. Alors par rapport à mes collègues qui ont des directives qui s'appliquent depuis longtemps, par exemple PCI DSS, j'ai pas cette chance d'avoir eu cette exigence déjà depuis quelques années qui aurait pu amener déjà des mesures de sécurité à mettre en place de manière dynamique et dès à présent. Et le travail collectif que vous faites avec d'autres structures hospitalières, oui. Du coup, c'est parce que la PHP a une certaine taille, on va dire. Donc j'imagine quand on travaille avec un hôpital qui a une taille un petit peu plus petite que la vôtre, ça pose les orientations que vous allez prendre par rapport à la mise en œuvre de la directive. Ils arrivent à s'y retrouver aussi parce que, oui, comme on l'évoquait avec les collectivités, il y a des clairement ils arrivent à se retrouver aussi. Alors on a de la chance en Ile-de-France, finalement, on a une offre de soins qui est quand même assez riche. Mais vous allez en Bourgogne, vous avez l'établissement de Dijon, imaginons qu'il a une attaque informatique qui ferme ses portes. Où est-ce que vous allez soigner les gens? Vous évacuez l'hôpital, vous les transférez à Lyon, il y a plusieurs heures de route, ça peut être un vrai problème. On n'est plus dans une logique de continuité économique de l'Union européenne. Je me trompe peut-être, c'est peut-être une mauvaise vue de ma part, mais on sort c'est tout justement, c'est le seuil, c'est l'impact qu'on met. Finalement, c'est combien de morts? Voilà, donc ça se pose clairement comme ça. Donc effectivement, je vais prendre l'exemple, on a des systèmes, on va dire, informatiques spécifiques, avec une compétence nationale. S'ils s'arrêtent, effectivement, cette activité-là, je vais devoir l'arrêter. Est-ce que ça rentre dans la directive? Ça rentre pas dans la directive? Donc il y a toutes ces questions qui se posent. Et ça ne s'entrechoque pas de trop avec les exigences de la HAS, de la ZIP Santé? Non, elles sont vraiment... L'HAS, on est vraiment dans le même axe qui est finalement la continuité d'activité. Effectivement, c'est assurer que le soin est assuré aux patients. C'est vraiment très très complémentaire. La HAS est plutôt sur les processus médicaux. La directive Nice va être plutôt sur la partie back-office informatique en soutien aux processus médicaux. C'est marrant, parce qu'on parlait de l'analyse de risque tout à l'heure, quelqu'un posait la question sur la gestion du risque. On voit que les risques sont plutôt liés aux incidences et aux impacts économiques directs ou indirects de par l'exigence de la directive. Mais là, vous avez parlé de la perte de chance pour les patients. On change un petit peu d'échelle et sans trahir de secret, parce qu'on n'a pas le droit d'en parler en public, bien évidemment, et je vous demande surtout de bien garder ça à l'esprit, mais quand on est effectivement dans cette logique-là, c'est plutôt d'autres types de réglementations qui vont s'appliquer. Donc du coup, il n'y a pas une schizophrénie entre les réglementations. Alors l'ANSSI nous a dit que non, il n'y aurait pas de problématique entre la LPM en particulier, pour ne citer que celle-ci, vous parlez de PCI DSS, mais... je ne parlerai pas de la LPM. Non, mais c'est surtout pas le sujet, il ne faut pas en parler. Je trouve qu'il n'y a pas de schizophrénie. Je trouve la directive Nice en elle-même assez pertinente. C'est effectivement, toute la problématique, c'est la gradation effectivement de l'impact d'un sinistre informatique. Si je le mets à 1 mort, 10 morts, 100 morts, 1000 ou plus.
Oui, donc les personnes impactées tout à l'heure, dont on évoquait, voilà. C'est effectivement, c'est pas les impacts économiques sur une population donnée, mais c'est d'autres types d'impacts. Mais ça rentre quand même dans le champ d'application de la directive, donc du coup c'est une lecture intéressante. Puis nos amis de SFR et puis de la société Advance, que je ne dis pas de bêtises, Madame Delfos et Madame Kadri, du coup vous avez mis aussi, vous avez été désigné au SE, donc la décision de répondre favorablement à la lettre de l'ANSSI, j'imagine ça n'a pas été trop compliqué, sans trahir de secret de ce qui se passe dans votre entreprise, mais j'imagine que la direction a assez rapidement compris quel était son intérêt et pourquoi il fallait qu'elle réponde oui à la lettre de M. Poupard. Je vais vous donner un secret quand même. On n'est pas OSE, on est FSN. On est fournisseur de services numériques. C'est vrai. Voilà. Donc ça, c'est le premier secret que je vous donne de l'entreprise. Mais pas d'autres, hein, attention. Non. C'est filmé, il y a des personnes qui ne sont pas forcément habilitées dans la salle, donc... Non. Et en fait, je viens d'apprendre aujourd'hui qu'on soit vendeur de carottes râpées ou fournisseur de cloud, on peut avoir la même problématique. Et mieux encore, cette problématique est traitée par la même directive. C'est quand même impressionnant. Et aujourd'hui, donc, SFR, en tant que fournisseur de services numériques, malgré le fait que ça ne soit pas un EASE, donc elle n'a pas d'obligation assez forte que les OSE, a pris en charge quand même cette directive. Et je peux dire que ça n'a pas chamboulé autant que ça notre mode de fonctionnement. Je m'explique. On est fournisseur de cloud, de services numériques, donc la sécurité est un paramètre très important, à savoir primordial pour l'entreprise et pour nos clients. Donc on est dans une démarche de sécurité tout le temps, enfin voilà. Donc ça s'explique par, enfin je peux le justifier ou l'expliquer par plusieurs choses, mais entre autres par une démarche de certification 27001. Et la certification 27001, déjà c'est la gestion du risque, la gestion de la sécurité par le risque. Donc on a déjà cet esprit-là. Donc aujourd'hui la NIS c'est pareil, c'est gérer la sécurité par l'estimation du risque. Donc ça c'était la première chose. Après, dans la déclaration des incidents, donc on a l'habitude de déclarer les incidents. Aujourd'hui, la NIS elle a mis un cadre beaucoup plus structuré. Donc on s'insère dans ce cadre-là et tant mieux, puisque maintenant c'est commun à plusieurs autres entreprises et voilà. Le contrôle, les audits, donc pareil pour nous, que ce soit dans la démarche 27001, que ce soit dans la démarche de ces contrôles de la sécurité, on y est déjà. Après, voilà, donc aujourd'hui, le fait d'être déjà dans un souci de la sécurité et d'être dans une démarche 27001 a fait que la directive NIS ne vient que combler certains points qui nous manquaient. Par exemple, je donne un exemple, on a plusieurs plateformes de cloud. Donc, on les suivait, côté sécurité et tout ça. Individuellement, aujourd'hui, avec la directive NIS, on s'est dit, voilà, on va regrouper toutes ces plateformes-là et on va faire une roadmap commune et un programme de suivi commun à toutes ces plateformes-là. Donc, voilà. Et je pense qu'on n'est pas les seuls qui ont cette démarche donc, de sécurité et certification 27001 et qui sont soumis à la NIS. Donc je laisse Aurélia parler des autres aussi. Dans nos accompagnements, enfin, nous on croit à la mutualisation. En fait, on ne prend pas un référentiel quel qu'il soit, que ce soit réglementaire, qu'il soit normatif sur un certain nombre de choses. En fait, tout ça participe à sa conformité et on essaye de répondre et de voir jusqu'où on peut mutualiser et comment on peut faire. On fait un peu la démarche qu'a décrit chez Elior, c'est-à-dire on regarde tout ce qui existe et on voit quels sont les points communs et comment on peut contrôler aussi, parce qu'au-delà de faire vivre une fois, quand on met le doigt dans la conformité, on y est pour tout le temps. Ça s'arrête plus. Donc il faut se contrôler tout le temps. Il faut vérifier qu'on atteint toujours les choses. Donc le NIS n'est qu'une brique de plus pour certains qui doivent faire, comme on disait tout à l'heure avec Akima, leur coming out en tant que FSN ou qu'ils soient désignés. Du coup, voilà, ça se rajoute et on mutualise tout, que ce soit avec du GDPR. Et en fait, chacun
a déjà fait des choses ou fait déjà des choses. On a des hébergeurs de données de santé qui répondaient déjà à des exigences de sécurité. On a ceux qui se font certifier 27001. On a ceux qui faisaient déjà des homologations et donc qui savent un peu comment faire pour répondre à certains aspects. Et puis on va aller combler les manques ou rajouter pour vraiment aller à l'exigence telle que le NIS pourrait l'avoir. Mais c'est pareil, quel que soit le référentiel finalement. Et on essaye de ne pas refaire 50 fois le travail. En fait, c'est pas parce qu'il y a un nouveau référentiel qu'il faut tout recommencer. On peut mutualiser toutes ces démarches, on peut mutualiser toutes ces exigences. Elles se recoupent, elles se recouvrent. Ce travail de mutualisation et parfois d'identification de mutualisation est un peu lourd, mais on gagne beaucoup de temps pour après. Et vos clients ne trouvent pas ça un peu lourd, justement, cet empilement de réglementation? C'est vrai que 2018, il y a eu effectivement, alors même si le RGPD date du 27 avril 2016, donc il a quand même, avec cette fameuse date butoir du 25 mai 2018, qui est la date de sortie que j'évoquais du décret des NIS, on ne vous a pas dit, les clients que vous accompagnez, vous ont pas dit ça va s'arrêter quand ces empilements de... Alors vous les accompagnez, c'est très bien, mais et vous apportez de la méthodologie pour faciliter le travail, et tant mieux. Mais on vous dit pas à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête, ces réglementations qui... Je crois que tout le monde a compris que voilà, ça n'allait pas s'arrêter, que les règlements, que les réglementations, que les normes, que les exigences, qu'elles soient volontaires parce qu'on a envie d'apporter de la confiance à ses clients ou qu'elles nous soient imposées par la loi. Finalement, tout ça, la conformité, elle existait déjà, elle existe encore et elle existera demain. Et je crois que plus personne ne se fait d'illusions sur le fait qu'il va falloir y aller. Après, on essaye de trouver et de dire, voilà, c'est pas parce qu'il y a une multiplication qu'il faut forcément une multiplication des moyens et une multiplication des réponses, et qu'on peut mutualiser tout ça et faire un effort commun qui contribue globalement à répondre à chacune de ces exigences de conformité. Et si je peux ajouter une chose, c'est que ça rassure aussi et les collaborateurs et la direction, quand on leur explique par un tableau, par exemple, qui fait le comparatif et puis les points communs entre les différentes directives, lois, normes et autres, quand on leur montre ce tableau-là et on leur dit nous, on est conforme déjà sur ce point-là parce qu'on est 27001 ou parce qu'on est HDS, et donc on sera conforme parce que c'est la même exigence selon la norme NIS, ça rassure beaucoup et ça permet en fait d'adhérer à notre demande de travailler sur la différence qu'apporte cette directive-là. Merci de votre entrain pour parler de ces réglementations, de cette joyeuseté même dont vous faites preuve. Ça donne envie d'être désigné OSE pour être accompagné demain. Merci beaucoup. Ma déléguée générale me dit que j'ai tout dit, donc c'est parfait. Merci beaucoup. Bonne soirée et au plaisir.